Ce soir, on est ravis d'accueillir Violaine Gély. C'est la première fois qu'elle intervient pour nous à la FTP. Donc Violaine, elle est psychopraticienne, pardon, elle est journaliste et biographe. Elle a été pendant 13 ans la rédactrice en chef de Psychologie Magazine. Et j'avais envie de reprendre quelque chose qu'elle a mis sur son site internet et que je trouve joli. C'est qu'elle dit qu'elle a une même passion de comprendre l'autre à travers ces trois activités. Donc, Violaine va nous parler en format conférence pendant 1 heure. Voilà, Violaine, la parole est à vous. Je vais commencer par mettre le micro. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis à la fois ravie d'être là avec vous ce soir, à la fois déçue de ne pas vous voir, enfin si je vous vois, mais de ne pas vous rencontrer en vrai. Donc, je suis toujours un peu intimidée. Vous allez voir comment je ne suis pas très intimidée comme fille, mais je pourrais être intimidée de parler devant des Jungiens parce que c'était une de mes inquiétudes quand j'ai commencé le livre, la biographie de Sabina Spielrein, de me dire, oh là là, que vont dire les Jungiens? Mais je compte sur vous à la fin de la conférence pour me faire un retour. L'histoire dont on va parler pourrait commencer attendez, je m'interromps parce que brusquement je vois ma tête sur l'écran et ça m'est très désagréable. Voilà, je préfère vous voir. Cette histoire pourrait commencer en 1977 en fait. On est à Genève, il y a le vieil institut Jean-Jacques Rousseau qui va être détruit. En faisant les travaux, les ouvriers tombent dans les caves de l'institut sur des vieux cartons, sur des cartons remplis de documents dont on ne sait pas à qui ils appartiennent et dont on va découvrir très vite qu'il s'agit de journaux intimes et de correspondances, de lettres qui sont destinées à Sigmund Freud et à Carl Gustav Jung. Et on va découvrir très vite que la propriétaire de ces cartons et de ces archives est Sabina Spielrein. Alors Sabina Spielrein, à l'époque, elle est à peine connue. Enfin, vous me direz, elle n'est pas beaucoup plus aujourd'hui, mais elle est à peine connue. C'est une sorte de fantôme dans la psychanalyse française et européenne, pardon, pas que française. Mais elle a disparu. On ne sait rien d'elle, on ne sait plus qui elle a été. Et l'analyse des archives va être confiée à un psychanalyste jungien qui s'appelle Aldo Carotenuto et qui va écrire le livre qui, pendant longtemps, va résumer ce qu'est Sabina Spielrein. Il va écrire un livre qui s'appelle Sabina Spielrein entre Freud et Jung. Alors, le premier malentendu vient de là. Le premier malentendu vient de l'idée que cette femme-là n'existerait que par le fait qu'elle ait été située entre Freud et Jung. Pourquoi entre Freud et Jung? Parce que c'est la première hystérique, je vais mettre ce mot entre guillemets parce qu'on y reviendra après, soignée par la cure par la parole. C'est le cas princeps de Jung, c'est celui qui lui permet d'approcher Freud. C'est à travers elle que va se nouer l'échange, l'amitié, même plus que ça, la relation maître-disciple entre Freud et Jung. Et c'est donc une femme qui va, comme ça, passer entre ces deux hommes-là et disparaître comme si, à la fin de la relation Freud-Jung, Sabina Spielrein n'existait plus. Or, évidemment, c'est totalement faux, c'est-à-dire que ce qu'on garde d'elle, cette idée-là, c'est faire fi de tout ce qu'elle a été après, tout ce qu'elle a été pendant et tout ce qu'elle a été après. C'est-à-dire, c'est la première à avoir soutenu une thèse de médecine à contenu psychanalytique. C'est la première à avoir inventé et opposé à Freud l'idée de pulsion de mort. C'est l'une des premières femmes membres de la Société psychanalytique de Vienne. Bref, c'est une pionnière, c'est une femme brillante, c'est une femme qui a inventé certaines bases aujourd'hui encore de la psychanalyse, comme la psychanalyse pour enfants, bien avant Anna Freud, bien avant Mélanie Klein. Bref, c'est une personnalité incroyable que l'on résume aujourd'hui en disant qu'elle a été la maîtresse de Jung. On y reviendra très rapidement, à mon avis, aussi rapidement que la liaison qu'il y a eu entre ces deux-là. Qu'on résume un petit peu à l'image de Keira Knightley dans le film
David Cronenberg, Most Dangerous Method, où elle est adepte de la fessée érotique. Voilà, on résume Sabina Spielrein à tout ça. Et évidemment, je trouve ça très injuste. C'était la raison de ce livre, c'est la raison de cette conférence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie d'appeler cette conférence Sabina Spielrein au-delà de Freud et Jung. Donc l'histoire de Sabina, elle commence en 1885. Elle est née le 7 novembre, qui sera d'ailleurs plus tard l'anniversaire de la révolution bolchevique. Elle est née dans une famille extrêmement particulière. C'est une famille juive, laïque, qui est installée à Rostov-sur-le-Don. Donc Rostov-sur-le-Don, si je vous le situe rapidement, c'est 1000 km au sud de Moscou, en ligne droite, et c'est donc juste à côté de la mer Noire. C'est une ville qui est, par sa position, est ouverte sur le monde. Elle est ouverte sur la mer Noire, sur la Turquie, sur tout le reste du monde méditerranéen. C'est une ville où il y a notamment une grande liberté de culte. Et la famille donc, juive de Sabina est là, mais c'est important de le garder en mémoire. C'est important, mais ce n'est pas essentiel dans la vie de Sabina. C'est-à-dire que sa judaïté, qui va marquer et sa relation à Jung et tout le reste de son histoire à elle, est quelque chose qui est secondaire dans sa vie, dans ses croyances. Elle naît dans une drôle de famille parce que son père et sa mère sont des drôles de personnages. Son père, Nikolai Spielrein, est né dans ce qui est aujourd'hui la Pologne, ce qui était à l'époque la Russie, est né en Pologne d'une famille très très pauvre, famille de paysans, mais c'est un jeune homme brillantissime qui, à force de travail, à force d'études et à force de maîtres qui vont le pousser, va finir par faire des études d'ingénieur agronome et va faire fortune dans la nourriture pour animaux. Il s'installe à Rostov, il quitte ce qui est la Pologne aujourd'hui, il quitte Varsovie pour Rostov, et là, il bâtit une grosse fortune en utilisant les steamers, c'est-à-dire les bateaux vapeurs qui remontaient le Don sur la mer Noire pour transporter de la nourriture pour animaux. C'est un homme donc incroyablement intelligent, il parle 7 langues. Plus tard, avec ses 5 enfants, il parlera une langue différente par enfant, histoire de les mettre tout de suite dans le bain, si je puis dire. C'est un homme original, c'est un végétarien, par exemple. C'est même au-delà d'un végétarien, c'est un vegan. Nous sommes à la fin du 19e siècle, qui refuse de porter du cuir, qui refuse de manger de la viande. C'est quelqu'un qui va envoyer certains de ses enfants dans les lycées, c'était pas des lycées, mais dans les écoles supérieures chrétiennes de Rostov. C'est quelqu'un qui participe aux guildes des commerçants. C'est un notable. Il a épousé Eva Spielrein, qui est elle-même issue de la grande bourgeoisie juive de Rostov, qui est aussi une femme brillante. Vous allez voir que dans la famille, c'est une marque de fabrique. Elle est la première femme diplômée de la faculté de médecine de Rostov. Et là, on est en 1875. Elle n'exercera pas son métier de dentiste, de chirurgien dentiste, enfin pas longtemps, plus après son mariage. Et c'est une femme, comme son mari, très ouverte, elle passe son temps voyager en Europe, elle connaît toutes les capitales, elle est passionnée de littérature. Et ces 2 personnes, ce couple-là va donner naissance donc à 5 enfants, dont l'aîné est Sabina. Alors ce sont des personnalités très originales, mais ce sont aussi des personnalités très fragiles psychiquement. Peut-être qu'aujourd'hui, avec un regard de psychopathologiste, on pourrait dire que Nikolai pourrait être bipolaire. Alors, c'est un regard posthume, mais il connaît des grandes périodes d'exaltation où il pousse ses enfants, il les emmène faire des choses extraordinaires, le monde est à eux, ils n'ont qu'à s'en saisir, et des moments de dépression extrêmement violente où il reste au fond de son lit en larmes, c'est Sabina qui raconte, hein, en larmes et en menaçant chacun de ses enfants de se suicider s'il n'est pas gentil avec lui. Et entre ces 2 phases où les enfants apprennent à craindre ces allers-retours de phase
Aujourd'hui, on dirait évidemment up and down. C'est un homme qui est également sujet à de très grosses colères. Et l'éducation des enfants se fait beaucoup par la violence. Sabina raconte que les séances de coups, les séances de punition à genoux sur une canne en bois, enfin, il y a de vrais sévices corporels qui est produit par Nikolai Spielrein, en l'absence de sa femme qui, elle, est, comme je vous disais, parcourt l'Europe en cherchant à ruiner son mari sans trop y arriver. Donc Sabina et ses 3 frères et sa petite sœur grandissent dans cette atmosphère-là. Ils sont tous brillants, ils feront tous des carrières extraordinaires, ils font tous leurs études en Europe, un peu partout. Mais je parle des 3 frères de Sabina. Mais un drame survient en 1901. Sabina a alors 13 ans. Sa petite sœur Emilia, dont elle se considérait un petit peu comme la petite mère, parce que Eva n'étant jamais là, c'est un peu Sabina qui avait pris le relais. Sa petite sœur Emilia meurt du typhus à l'âge de 6 ans. Et pour Sabina, qui se le voit reprocher, parce que sa mère lui dit si tu avais été un peu plus rapide, peut-être qu'elle ne serait pas morte. Pour Sabina, c'est un drame terrible, et c'est un drame d'autant plus terrible qu'à la culpabilité évidemment imposée s'ajoute le fait qu'on considère, comme on faisait beaucoup à l'époque, qu'on va arrêter de parler de l'enfant morte, on va faire comme si elle n'avait pas existé. On ne parle pas du chagrin, on ne parle pas du deuil, la petite disparaît. Et c'est de la mort d'Emilia que plus tard Sabina datera ses premiers symptômes, alors je mets encore des guillemets, mais hystériques, comme on disait à l'époque. Alors, ces symptômes, c'est des crises de colère, de l'automutilation, de l'anorexie, comment dire, j'allais dire des attaques, c'est plutôt des attaques contre elle, mais de la scarification, des séances de masturbation en public frénétique, enfin voilà, tous les symptômes qui conduisent ses parents à baisser les bras au bout d'un moment et à décider de la faire interner. Et on est en 1904, on est au mois d'août 1904, et donc à l'issue d'une crise particulièrement violente qu'elle fait à Zurich, elle est internée au Burgelsli. Donc, ce n'est pas à des Jungiens que je vais expliquer le Burgelsli, mais c'est intéressant de voir qu'à cette époque-là, cet hôpital psychiatrique, donc, qui était dirigé par Eugène Bleuler, a été le creuset, l'espace d'apprentissage, d'expérimentation de toute la génération psychanalytique non viennoise de l'époque. Bleuler, ce qu'il a voulu faire au Burgelsli, c'est un hôpital qu'on dirait aujourd'hui de la psychiatrie ouverte. Les médecins vivent avec les patients, tout le monde participe au quotidien de l'hôpital. Il y a des animaux, enfin des élevages, il y a des jardins, il y a des potagers, il y a des cuisines. Là, il y a les médecins, les patients. Les patients sont invités à analyser leur propre comportement, voire à participer à leur traitement. Et c'est dans ce milieu-là que donc, c'est dans cette atmosphère-là que Jung est arrivé. 2 ans auparavant, il a 30 ans, il est plein d'envie et il découvre avec Bleuler la psychanalyse parce que Bleuler est fasciné par Freud. Et il est décidé, mais il ne sait pas encore comment, il a commencé une correspondance avec Freud et il ne sait pas encore comment appliquer tout ce qu'il a découvert à travers les tout débuts de la théorie freudienne aux malades, aux psychotiques. Sur ce arrive Sabina. On est en août 1904. C'est Jung qui est ce jour-là de garde, c'est donc lui qui la reçoit. C'est lui qui très rapidement va juger de la puissance intellectuelle, de l'intelligence de cette jeune fille et de sa détresse profonde. Et il va demander à Bleuler, qui va lui accorder l'autorisation de soigner Sabina
par la cure par la parole. On ne lui donne pas de médicaments, on ne l'oblige à rien, on ne la contient pas, mais elle commence le deal entre Sabina et Jung, c'est 2 fois par jour, une séance le matin, une séance l'après-midi. Des séances qui, voilà, on est dans l'expérimentation, donc qui peuvent durer évidemment plusieurs heures, qui peuvent se prolonger à l'extérieur de l'hôpital. Voilà, ils sont dans l'expérimentation. Et que se passe-t-il? Il se passe que 3 mois plus tard, elle est hospitalisée le 17 août. Au mois d'octobre, elle va suffisamment bien pour que Jung, avec l'accord de Bleuler, décide de l'associer à ses recherches. Et 6 mois plus tard, Bleuler déclare Sabina guérie avec l'accord de Jung et elle s'inscrit à la faculté de médecine et au mois de juin, le 1er juin, elle quitte le Burgelsli pour prendre un appartement dans Zurich. Donc en 8 mois, cette jeune fille qui arrive dans un hôpital psychiatrique où elle aurait pu terminer au fond d'un cachot quasiment, si vous voyez quelle était la psychiatrie de l'époque, en tout cas assommée de médicaments et en camisole, se retrouve jeune étudiante en médecine prometteuse et assurée d'un avenir qui lui est ouvert grâce au Burgelsli, où elle continue à travailler avec Jung. Jung écrit à Freud, il lui dit « Je soigne actuellement une jeune patiente selon vos méthodes et c'est très prometteur ». Donc, c'est en ça qu'on dit que c'est Sabina qui a permis à Jung d'approcher Freud. Il va lui faire le récit du cas Sabina et de ce qu'on sait maintenant, c'est-à-dire en fait la cure par la parole qu'il a initié avec Sabina a conduit évidemment Sabina à revivre et à pouvoir mettre en mots ce qu'elle avait vécu dans son enfance, donc notamment les humiliations et la violence que lui faisait son père et qui provoquait chez elle une telle culpabilité qu'elle ne pouvait exprimer cette violence-là qu'en la retournant contre elle. Alors, ça, elle arrive à le formaliser avec Jung et donc elle s'en guérit. Alors, on a dit que c'était une hystérique. Évidemment, vous voyez bien qu'à l'époque, on mettait un peu n'importe quoi sous le mot d'hystérie. Et on voit à quel point Sabina, à l'époque, elle a moins de 20 ans, est emblématique de la souffrance des femmes de cette époque-là. C'est en ça qu'on peut continuer à dire qu'elle est hystérique. Aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est intéressant de voir quel pourrait être son profil psychopathologique. Moi, j'aurais tendance à la mettre plutôt du côté des états limites, parce qu'elle va manifester toute sa vie cette labilité émotionnelle, cette intensité émotionnelle très grande, ces allers-retours permanents qu'elle a vu chez son père, évidemment, elle en a souffert pendant son enfance et la psychanalyse va l'aider, elle, à l'apaiser, mais elle est quand même toujours, on lit dans ses journaux et dans sa correspondance comment effectivement il y a toujours ces intensités émotionnelles-là. Donc voilà, nous sommes en 1905, Sabina est guérie et donc tout pourrait s'arrêter là. Bon, alors ça ferait une conférence très courte. Et puis ça serait surtout un peu la caricature de ce qu'on présente de Sabina aujourd'hui. Parce qu'en fait, la vie continue pour Sabina entre ses études de médecine et le travail qu'elle poursuit avec Jung, notamment autour des associations de mots. Elle est l'une de celles qui écrit avec lui sur ce thème-là, et elle décide de passer sa thèse de médecine à contenu psychanalytique sur un cas de démence précoce, c'est comme ça qu'on appelait les schizophrènes à l'époque, donc un cas d'une femme atteinte de schizophrénie qu'elle entend faire avec Jung. Et puis, voilà, nous avons là un jeune homme et une jeune femme, extrêmement proches l'un de l'autre, qui jouent intellectuellement à l'idée qu'ils sont des âmes sœurs, on le retrouvera avec l'animus et l'anima, qu'elle est sa part féminine, il est sa part masculine. Il y a du fantasme beaucoup dont parle Jung d'ailleurs, quand il raconte que en fait, Sabina, n'oubliez pas qu'il est marié à Emma Jung, la Suisse personnifiée. Sabina, en face, c'est le côté slave,
c'est la brune face à la blonde, la slave face à la suisse, c'est la jeunesse, c'est cette espèce de liberté qu'a Sabina, et ça rappelle à Jung la nourrice qu'il avait quand il était enfant et qu'il appelait l'égyptienne, et qui avait sans doute, comme Sabina, cette douce folie. Donc, il y a cette attraction, évidemment, qui se joue entre ces deux-là, mais qui, dans un premier temps, ne va pas très loin parce que Jung, justement, est marié à Emma, et a été élevé par son pasteur de père, est très rigide, c'est comme ça qu'on l'imagine, en tout cas à ce moment-là. Et rien ne bouge entre ces deux-là, même si ça joue. Et puis en 1908, que se passe-t-il? Il débarque dans la vie de Jung Otto Gross. Otto Gross, qui est donc un psychanalyste, le fils d'un ami de Freud, qui d'ailleurs l'a envoyé à Jung, psychanalyste Otto Gross libertaire. Pour Gross, c'est par la sexualité, Gross continuera à publier après, mais c'est par la sexualité que l'homme va se libérer des carcans de la société. Et il est envoyé au Burgelsli. Il se passe quelque chose entre Jung et Gross. Jung dira « Gross était mon double maléfique », comme s'ils s'étaient reconnus comme des jumeaux et que l'un était dans la tentation et l'autre plutôt dans la réserve. Et Gross va proposer une expérience à Jung. Il va lui dire « Ok, pour faire une analyse avec vous, à une condition, c'est qu'on échange les rôles. Un coup, c'est vous, un coup, c'est moi. » Et Jung va dire banco. Enfin, quand je dis qu'il dit banco, vous vous doutez bien que c'est avec mes mots. Jung va dire ok, on tente ça. Et donc, ils vont mettre en place pendant 6 semaines, tous les jours, une séance de thérapie, une séance d'analyse. Un coup, c'est Jung le patient, un coup, c'est Gross. Et il faut se souvenir que dans le creuset du Burgelsli, où il y a tous ces jeunes hommes qui découvrent la psychanalyse et qui la mettent en place, ils ne l'ont pas testé puisqu'il n'y a pas de psychanalyste. C'est-à-dire que ça reste au niveau de l'intellect et de la pensée. Mais aucun d'entre eux ne s'est jamais allongé sur un divan pour découvrir ce que ça fait ailleurs que dans la tête. Et c'est ce qui va se passer pour Jung face à Gross. Jung va découvrir la position de patient et Gross va l'amener sur son désir. Quel est son désir et qu'est-ce qui l'en empêche? Donc, le désir de Jung, on voit bien à ce moment-là qu'il se porte vers Sabina et en tout cas vers d'autres femmes que la sienne, vers une liberté sexuelle que lui interdit son éducation, son ambition, son envie d'être un psychiatre reconnu, la richesse d'Emma, etc. Et donc, à la fin de la psychanalyse, de la psychanalyse en 6 semaines, mais bon, de la thérapie de Jung par Gross, Gross s'enfuit, Gross s'évade du Burgelsli, et c'est de ce moment-là qu'on date approximativement le début de la liaison entre Sabina et Jung. Alors, je dis approximativement parce qu'on n'a pas... On sait que cette liaison a existé. Sabina l'a dit, Jung l'a reconnu. On pense qu'elle a été. On n'a pas de date, on n'a pas de lieu. Simplement, ce qu'on peut recouper, c'est qu'elle date donc de cette histoire avec Gross, c'est-à-dire à peu près l'été, l'automne 1908. Mais on sait quand elle s'achève parce que le 28 novembre 1908, Emma Jung donne naissance au premier fils, au premier fils de Jung, et que c'est un renversement que lui-même explique en disant que maintenant qu'il a un fils, les choses sont différentes. C'est comme si le fait qu'il ait donné naissance à un fils le ramène à la position qui était celle empêchante de son désir, c'est-à-dire il faut que j'assure et que je sois le psychiatre que je rêve d'être avec la réussite, avec l'argent, avec la reconnaissance. Et donc il rompt avec Sabina dans une lettre extrêmement maladroite, pour ne pas dire mieux, où il lui dit « Laisse-moi partir, laisse-moi m'en aller », et il lui dit « J'ai rompu avec toi tout ce à quoi je m'étais engagé en étant ton médecin, rends-moi ma place de médecin ». Ce que vous avouerez est un petit peu goujat. Et Sabina, évidemment, vous vous en doutez, le prend très très mal. Mais elle accepte. Donc, elle accepte de s'éloigner et
Et elle a une petite revanche, c'est-à-dire qu'elle lui retire la direction de sa thèse pour la donner à Bleuler. Elle prend ses distances par rapport au travail qu'ils faisaient ensemble au Burgelsli, mais elle accepte. Tout pourrait à nouveau s'arrêter là. Sauf qu'en 1909, il y a une méchante rumeur, c'est le mot qu'utilise Jung quand il en parle à Freud. Il lui dit oui, une de mes patientes me fait un fort mauvais procès. Il y a une méchante rumeur qui prétend que j'aurais été son amant et que je lui aurais refusé de lui faire un enfant. Chose à quoi Freud répond, ben, ça arrive, hein, ça s'appelle le transfert, ne vous inquiétez pas. Mais Emma Jung avant de la rumeur et s'imagine qu'il s'agit de Sabina. Et alors, elle envoie une lettre anonyme à Madame Spielrein en Russie en lui disant « Vous devriez faire attention, votre fille est sous la coupe du docteur Jung qui est en train de la pervertir. » Donc, évidemment, Madame Spielrein arrive vent debout chez Jung et Jung lui dit mais pas du tout, mais ça n'est pas vrai, ça n'a rien à voir, de toute façon je ne suis pas attachée à votre fille, elle peut arrêter sa thérapie avec moi, de toute façon elle ne me payait pas donc ça n'est pas une vraie thérapie, enfin il n'est pas très très élégant et évidemment Eva Spielrein répète tout à Sabina qui, folle de colère, décide de régler ses comptes devant le tribunal suprême de l'époque, c'est-à-dire le tribunal freudien. Donc, elle écrit à Freud, elle lui demande, je le fais court, mais franchement, c'est très amusant à lire parce que c'est un côté très vaudeville aussi. Donc, elle écrit à Freud, elle lui dit, j'aimerais bien vous voir pour parler de quelque chose d'important. Freud écrit à Jung en lui disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, est-ce que vous la connaissez? Jung répond mais oui je la connais, surtout ne la recevez pas. Donc voilà, c'est ce jeu-là, ça va se jouer pendant 6 semaines. Mais Sabina va faire 2 choses assez formidables. Bon, vous allez voir, je suis un peu partiale moi dans l'histoire, hein, je suis toujours du côté de Sabina. Mais d'une part, elle va continuer à se défendre devant Freud et elle va écrire, et on a les lettres. Donc ça, c'est pas de la rumeur. Elle raconte l'histoire avec Jung tout en procédant à une auto-analyse extrêmement fine de ses sentiments, de ses émotions et de ce qui s'est passé pour elle dans cette relation. Et parallèlement, elle va voir Jung et elle lui parle. Et elle lui dit à quel point elle est blessée dans cette histoire, comment elle se sent incomprise, comment elle se sent rejetée. Et Jung admet qu'il s'est mal comporté. Et du coup, il écrit à Freud, et là aussi on a la lettre, en lui disant, alors, j'ai gardé la page, il ne lui dit pas quand même, je me suis trompée, hein. Il lui dit pas comme ça, mais il dit à Freud, non, je ne retrouve pas comme ça. Je pensais que je l'avais noté, mais bon, ce n'est pas grave. Vous le retrouverez dans la correspondance de Freud et Jung. Il dit, bah oui, effectivement, j'ai été un peu loin, je me suis mal comportée, avec vous, je suis désolée. Et Freud répond à Sabina en lui présentant aussi ses excuses et en la félicitant de l'élégance avec laquelle elle avait conclu cette histoire. Et en lui disant, du coup, ma porte vous est ouverte. Donc, l'année suivante, Sabina, qui a passé brillamment sa thèse de fin d'études de médecine, évidemment, comme tout ce qu'elle fait, décide de s'installer à Vienne. À Vienne, elle rencontre Freud, qui la prend sous son aile. Il découvre que c'est une toute jeune femme, hein, elle a 25 ans, alors que lui, il est entouré de psychanalystes plus proches de la quarantaine, qui sont des femmes mûres et tout. Il découvre cette jeune fille qui a l'âge de sa fille aînée, de sa fille Sophie, qui est tellement passionnée, qui est tellement intelligente, qu'il la prend un peu sous son aile. Alors, avec beaucoup, beaucoup de commisération, si on lit entre les lignes. Il l'appelle la petite, il écrit à Jung, on dirait parfois le professeur qui dit voilà, ça s'est bien passé, hein, elle a bien parlé l'autre soir. Enfin, il y a beaucoup de commisération, mais il y a quand même une ouverture. Il y a quand même, il l'accepte, et elle est la 2e femme admise à la Société psychanalytique de Vienne, et il lui propose de prendre la parole au cours des fameux mardis où s'est inventée la psychanalyse à ce moment-là. Et Sabina, qui n'a peur de rien, décide très vite de proposer à cette assemblée-là le premier texte conceptuel
qui est celui qui va la faire rester dans les annales, qu'elle va appeler la destruction comme cause du devenir. Alors, c'est très compliqué, Sabine a écrit très compliqué, mais enfin, elle a été traduite en tellement de langues qu'on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous savez tous que Freud a inventé la psychanalyse sur l'idée de pulsion de vie. La psyché humaine est constituée d'une pulsion de vie permanente qui est nourrie du principe de plaisir. Alors oui, bien sûr, il y a un peu de Thanatos par-ci, par-là, mais quand même, Thanatos est là quand même pour nourrir la pulsion de vie. Un peu comme le masochiste qui utilise la douleur pour sa jouissance, la pulsion de vie utilise Thanatos et la pulsion de mort pour nourrir la jouissance. Sabina, elle arrive et elle dit, alors pas du tout. Sabina, elle arrive et elle leur dit, en fait, vous vous trompez. Et elle va leur expliquer à tous ces vieux messieurs, elle va leur expliquer qu'en fait, ce qui prédomine dans la psyché, c'est la pulsion de mort, que de la naissance, qui est la mort à quelque chose d'antérieur, la naissance qui est aussi le premier pas vers la mort, donc de la naissance à la mort elle-même, nous passons notre temps à essayer de lutter contre Thanatos, contre cette pulsion de mort qui nous attire. Alors, c'est une jungienne, donc elle utilise des mythes, elle utilise de la symbolique, elle utilise de la biologie, elle va par exemple utiliser des métaphores sexuelles pour dire dans la sexualité, c'est de la pulsion de mort. La sexualité, c'est l'envie de s'abandonner à l'autre, donc de renoncer à soi en s'abandonnant dans la fusion sexuelle. Le plaisir, l'orgasme, c'est la petite mort, c'est le moment où il n'existe plus rien, où on pourrait disparaître. Donc, elle utilise toutes ces références-là, en gros, pour dire à Freud qu'il s'est trompé. Alors, comment vous dire l'accueil? Plutôt froid, n'est-ce pas, dans l'assistance des vieux messieurs. Freud écrit à Jung le lendemain en disant oui, la petite Spielrein a bien parlé, j'ai beaucoup reconnu, je lui ai dit d'ailleurs que j'ai beaucoup entendu votre écho, c'est ce qu'on va toujours dire à Sabina, qu'elle n'est que le porte-voix de Jung. Je vous ai bien reconnu et je dois reconnaître qu'elle est intelligente et que je commence à la comprendre un peu, dit Freud. Dans les bulletins freudiens, Sabina se fait critiquer beaucoup plus méchamment sur le thème, c'est trop complexe, c'est tout mélangé, tout ça, il y a de la pathologie, etc., etc. On ne comprend pas. Mais c'est quand même elle qui, la première, va évoquer cette idée que oui, l'être humain est d'abord animé par cette pulsion de mort, idée que Freud va soutenir après 1920, après effectivement ces 4 ans de guerre terrible où l'Europe s'est perdue dans sa pulsion de mort. Et Freud va donc reprendre cette idée-là. Et en 1920, il va le publier dans Le malaise de la civilisation. Il va expliquer que nous sommes mus par une pulsion de mort. Et puis alors, tout à la fin, si vous avez l'occasion, vous regardez la dernière page, il y a un petit nota bene, 2 lignes, qui dit « Cette idée a d'abord été soutenue par Sabina Spielrein, mais à l'époque, je n'ai pas tout compris. » Bon, rendons à Sabina ce qui lui appartient. C'est un moment de sa vie où elle va développer un vrai corpus psychanalytique, loin de Jung, loin de Freud, avec sa vie à elle. Sa vie de femme, ce qui n'est pas anodin, parce que Sabina se marie. Le 1er juin, elle épouse un monsieur qui s'appelle Pavel Sheftel. Alors, dans son journal, vous avez tout ce qui s'est passé le 30 mai, et puis il y a une phrase où il est marqué « Le 1er juin, j'ai épousé Pavel Sheftel », et puis après, il y a le 11 juillet, et voilà, lui, c'est quelqu'un qui passe comme ça. Donc, elle épouse Pavel Sheftel, qui est un médecin originaire comme elle de Rostov-sur-le-Don, passionné aussi de psychanalyse, qu'elle a rencontré, c'est un ami de Karl Abraham, elle l'a rencontré à Berlin. Pourquoi elle l'a épousé? Qu'y avait-il entre ces deux-là? On ne sait pas trop. On sait juste qu'elle se marie et qu'elle va utiliser, on est dans les années 1911, 1912, 1913, elle va utiliser sa vie de femme, de belle-fille au sens du rapport avec sa belle-mère, qui n'était pas facile, et de jeune mère, puisqu'ils vont avoir ensemble une petite fille qui va s'appeler Renata en 1913.
Elle utilise tout. Elle regarde Renata grandir et elle analyse l'apprentissage du langage chez l'enfant. Elle a un texte qu'elle défendra 10 ans plus tard sur comment naissent les mots maman et papa chez le bébé. Sa belle-mère est très présente parce que Pavel est orphelin de père, donc vous imaginez, il a été élevé par sa mère et ses 3 sœurs qui vivent avec eux. Donc elle utilise la présence de sa belle-mère pour revenir sur le rôle des femmes en disant si on laisse aux femmes la seule procréation, elles ne peuvent se réaliser qu'à travers leurs enfants. Et du coup, quand l'enfant s'en va ou quand l'enfant tombe amoureux de quelqu'un, elles sont perdues. Elle va utiliser aussi cette expérience-là pour parler de la place de la femme et de dire, mais on voit quelle est la psyché masculine. On comprend que la psyché masculine, elle est dans l'action, elle est dans la production, elle est dans le faire. La psyché féminine ne peut pas se résumer, comme le disaient les Freudiens à l'époque, à rien. Et Sabina a un très beau texte où elle dit, mais en fait, la force de la femme, elle n'est pas dans le faire, elle est dans la relation humaine. Et elle va utiliser le mot d'empathie, qu'on utilise encore aujourd'hui, mais c'est à travers mon lien à l'autre, c'est à travers le souci que j'ai de l'autre, non pas dans un sens sacrificiel, on n'est pas du tout dans l'idée qu'il faut se sacrifier pour l'autre. Au contraire, c'est par ce lien-là à l'autre que je nourris ma psyché personnelle. Je ne suis pas dans le sacrifice, je suis dans le développement de mon moi. Je vous encourage, je n'ai pas le temps là. Je suis désolée, j'ai encore 20 ans de vie de Sabina. Mais je vous encourage à aller voir ces textes-là qui sont vraiment extrêmement forts. Celui sur la pulsion de mort et celui sur les femmes. Donc elle est en pleine floraison intellectuelle. Elle est publiée, elle est reconnue, elle est à Vienne. Alors elle bouge beaucoup, elle est à Berlin, elle est à Vienne et elle a des patients. Freud lui envoie des patients. Elle consulte aussi en tant que médecin gynécologue parce que Freud lui envoie des toutes jeunes femmes pour qu'elles apprennent la sexualité, pour qu'elles leur expliquent leur corps et la sexualité. On est en 1913, c'est quand même incroyable qu'ils aient pu tous les deux penser à faire ça pour des jeunes filles de Vienne. Et puis, en pleine explosion, comme ça, en pleine floraison de sa pensée, arrive 1914, arrive la guerre. Elle se réfugie en Suisse avec Renata parce que Pavel, son mari, est donc réquisitionné en Russie. Il doit rejoindre l'armée russe et elle se retrouve toute seule. Alors, elle choisit la Suisse parce qu'elle se dit, c'est bon, du côté Jung est là, le Burgelsli est là, il y a la psychanalyse est quelque chose d'important, je vais trouver du travail. Et puis, en fait, elle n'en trouve pas. Elle n'en trouve pas d'abord parce que, comme va dire Freud, quand les canons tonnent, la psychanalyse se tait. Ce n'est pas un temps d'introspection. Elle n'en trouve pas parce qu'elle est prise dans une querelle de chapelle, c'était beaucoup plus important pour eux, mais la rupture entre Freud et Jung est arrivée en 1913 et Sabina, elle est coincée entre les deux. Les Freudiens lui reprochent d'être trop jungien et les Jungiens lui reprochent d'être venue freudienne. Donc du coup, autant Jung et Freud vont essayer de l'aider, autant leur cours à tous les deux, va quand même tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, cette période de la guerre est assez terrible. Ça tient à peu près jusqu'en 1917. Elle trouve des places dans des dispensaires. Elle travaille un temps dans une clinique chirurgicale ophtalmique. Elle trouve, mais arrive 1917, la Russie est coupée du reste de l'Europe. Et là où son père ou Pavel arrivait à lui fournir un peu d'argent pour vivre, tout s'arrête. Non seulement elle n'a plus de nouvelles, mais en plus, elle n'a plus de subsides. Donc en 17 et 18, c'est quand même une Sabina qui est obligée de placer sa petite dans un orphelinat parce qu'elle ne peut pas la nourrir. Elle vit des moments extrêmement, extrêmement violents, d'une grande misère. Et c'est des années, alors voilà,
moi, je ne peux pas m'empêcher de tirer le fil de la pulsion de mort à partir de là, parce que c'est vraiment des années où, évidemment, l'Europe entière se bat, se défend dans cette pulsion de mort, mais c'est là aussi où Sabina, elle, attaque, j'allais dire la dégringolade, et pourtant, elle va encore vivre 30 ans, mais voyez comment il y a eu cette montée en puissance de cette jeune femme, et là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin parce que cette solitude qu'elle a contactée pendant la guerre, cette misère, vont la pousser à accepter de travailler un peu n'importe où, c'est-à-dire de renoncer à sa carrière de psychanalyste. La peur de la misère, le besoin de se nourrir vont lui faire accepter notamment de travailler dans l'Institut Jean-Jacques Rousseau de formation de pédagogue, par exemple. Elle va apprendre la pédagogie à des jeunes maîtres. Voilà, alors c'est quelqu'un qui avait eu une éducation, comme on l'a vu très ouverte sur le monde. Elle va inventer à nouveau, où qu'elle aille, elle invente. Alors là, elle invente des méthodes pédagogiques où on apprend par le jeu, où on apprend par le chant, où on apprend par le sport. Elle va inventer tout ça, mais bon, voilà, elle est formatrice de maîtres. Elle essaie bien d'ouvrir un cabinet de psychanalyse. Elle-même, elle psychanalyse pendant quelque temps Jean Piaget, qui travaille avec elle à l'Institut Jean-Jacques Rousseau, mais Jean Piaget, au bout d'un moment, dit moi, ces histoires de sexualité infantile, ça ne m'intéresse pas, quoi. Retournons inventer des méthodes de pédagogie. Donc, voilà, Sabina est dans une espèce d'impasse. Et parallèlement, de l'autre côté de l'Europe, il y a ses frères, son mari, son père, qui sont en train de vivre la révolution bolchevique, qui sont devenus communistes, qui sont enthousiasmés par ce qui se passe et qui lui disent « mais viens, reviens ». Pavel lui dit aussi « écoute, si tu ne reviens pas… comment dire, j'ai rencontré quelqu'un et si tu ne reviens pas, voilà. » Il lui dit en gros, ou tu reviens ou on divorce. Donc, entre la misère, l'abandon, même si elle participe au congrès de psychanalystes, même si elle signe quelques textes qui sont publiés d'ailleurs, hein, le cœur n'y est plus et elle décide de rentrer en Russie. Alors, elle ne rentre pas longtemps, se dit-elle, elle se donne 1 an et c'est la raison pour laquelle, et on fait la boucle avec le début, et c'est pour la raison pour laquelle elle laisse toutes ses archives personnelles à l'Institut Claparède. Enfin, aujourd'hui, c'est l'Institut Claparède, l'Institut Jean-Jacques Rousseau. C'est ces archives-là qu'on retrouvera. Quand elle part en Russie, on est en 1923, et elle laisse tout ça là en disant « je reviendrai les chercher ». Alors, elle arrive à Moscou avec Renata. Elle passe quelques temps à Rostov, c'est là où elle se réconcilie avec Pavel, mais ensuite elle arrive à Moscou où elle est embauchée dans deux instituts, l'Institut psychanalytique d'État et une maison pour enfants psychotiques. La psychanalyse en Russie à ce moment-là, c'est la science de l'avenir. Elle est portée par Trotsky, qui a connu Freud, qui est passionné de psychanalyse, qui lui-même a suivi une analyse et qui est persuadé que l'homme nouveau, l'homme communiste, doit passer par cette analyse de ses freins intérieurs, c'est une façon de renoncer au déterminisme, et donc qui pousse tous ces jeunes gens à devenir psychanalystes. Et donc, Sabina, qui est quand même juste la plus capée d'entre eux, donne des cours de psychanalyse et travaille avec des enfants psychotiques. Et c'est là où elle va aussi inventer des méthodes de travail qui sont encore aujourd'hui utilisées dans les hôpitaux. Alors, grâce à Dieu, il n'y a plus beaucoup d'hôpitaux psychiatriques pour les enfants, mais par les pédopsychiatres. Elle a vraiment inventé toute une série, notamment d'exercices. Elle n'est pas du tout dans l'interprétation, hein. Ce n'est pas Mélanie Klein, c'est vraiment, elle est dans l'interaction avec l'enfant. Et c'est ce qu'elle va expérimenter dans la maison d'enfants dirigée par Vera Schmidt. Donc, elle est, alors, je ne sais pas, j'allais dire elle est très heureuse. Franchement, je ne sais pas si elle est très heureuse. La Russie soviétique de 1923 était sans doute pas un paradis, mais intellectuellement, elle retrouve un peu ce bouillonnement qu'elle avait connu jeune fille au Burgundy. Et puis patatras,
Lénine meurt, Staline prend lentement le pouvoir, Trotsky s'enfuit de Russie. Et petit à petit, donc, l'emprise stalinienne. Alors, Staline, alors lui, pour le coup, la psychanalyse, c'était pas son truc. Hein. Et pourtant, il avait son fils aîné, était psychotique. Et d'ailleurs, certains disent que Sabina s'en serait occupée dans le home d'enfants où elle travaillait. Mais c'est pas du tout son truc, la psychanalyse. Pourquoi? Parce que justement, évidemment, l'homme doit s'affranchir de ses déterminismes, mais pas pour atteindre sa liberté individuelle, pour la mettre au service du groupe. Donc lui, son truc, c'est pas du tout la psychanalyse. C'est une psychologie qui servirait à, comment dire, à formater l'enfant de façon à ce qu'il soit au service du collectif. Alors, vous imaginez bien que pour les psychanalystes, Sabina, au premier chef, c'est juste une hérésie absolue. Elle essaie de tenir bon, elle résiste avec ses confrères psychanalystes, mais ça ne dure pas et petit à petit, tout est arrêté. Le Home pour enfants est arrêté, l'Institut d'État de psychanalyse de Moscou est fermé en 25, elle est obligée de revenir à Rostov. Alors, Rostov est un peu épargné, donc du coup, elle reprend d'une formation de psychanalyste là-bas. Elle a son cabinet, même si ça va, ça vient, mais bon, elle existe en tant que psychanalyste. Elle donne naissance à une deuxième fille qui s'appelle Eva, preuve de sa réconciliation avec Pavel. Pavel qui, avec l'autre jeune femme, avait eu une autre fille qui s'appelle Nina. Et Nina est la survivante qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur Sabina. Donc, voilà, la vie continue, mais par rapport à cette vie qui continue plutôt qu'à un cas, vous avez l'emprise stalinienne qui progresse et petit à petit qui ferme tous les instituts, qui interdit la psychanalyse en 1933 et qui, à partir de 1935, se met à virer, à licencier, à exécuter tous les gens qui, de près ou de loin, se rapprochent de ces sciences bourgeoises. Et Sabina, dans cette terreur stalinienne, va perdre ses trois frères, qui étaient tous les trois des grands intellectuels. L'un était psychologue, l'autre était biologiste, le troisième était mathématicien. En l'espace de 6 mois, ils vont être arrêtés, ils vont être jugés et ils vont être fusillés. Dans le même temps, Pavel meurt d'une crise cardiaque, la laissant toute seule. Tout ça, c'est la même année. Hein. La même année, Pavel meurt, ses trois frères sont fusillés et au mois d'août, on est en 1937, son père est également victime d'une crise cardiaque et meurt à 77 ans. C'est-à-dire qu'en 1937, elle a 50 ans, elle a 52 ans, tout a disparu pour Sabina. Il lui reste ses deux filles, il lui reste Renata et il lui reste Eva. Donc elle vivote avec ses deux enfants, elle travaille dans un dispensaire, elle fait des traductions, elle fait un peu de musique. Sa fille aînée est une grande violoniste, très réputée, soliste. Elles y arrivent tant bien que mal, mais voyez là pour le coup comment le Thanatos est présent partout, avec l'acmé de 1940-1941 et 42 après, où les Allemands envahissent Rostov. Alors en 1941, ils sont repoussés. En 1942, ils arrivent à prendre la ville. Et donc, le 11 août 1942, ils font réunir la communauté juive de Rostov. Ils les font recenser, puis ils les font se réunir et ils les font partir pour des camps. Enfin, on leur annonce un camp de travail, on leur annonce un endroit où ils vont pouvoir travailler. L'attitude de Sabina à ce moment-là est très étrange parce qu'elle aurait eu la possibilité 6 mois plus tard de fuir entre la première et la deuxième occupation. Un certain nombre de membres de la communauté juive de Rostov étaient partis, mais pour Sabina c'est compliqué parce que
D'abord, elle aime les Allemands. D'abord, c'est son deuxième pays d'adoption. Pour elle, il n'est absolument pas envisageable que le pays de Goethe, de Beethoven, de Wagner, tous les opéras, la poésie, tout ce qui a nourri sa vie pendant toutes ces années, que ce pays-là puisse donner la monstruosité qu'on lui dit être le régime hitlérien. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que ceux qui lui disent la monstruosité qui est le régime hitlérien, c'est le régime stalinien. Et que pour elle, tout ça, c'est de la propagande, tout ça, c'est pas possible, on ne peut pas leur faire confiance. Donc, elle est plutôt, à l'arrivée des Allemands dans la ville, elle est plutôt confiante, en tout cas pas inquiète. Elle va même se proposer comme traductrice ou comme médecin auprès des autorités, puisqu'elle parle couramment. Elle est partenue, et vous vous en doutez. Mais voilà, elle aurait pu partir, elle n'est pas partie. La maîtresse de Pavel, qui elle est partie avec sa fille, avec leur fille, lui avait dit si tu veux j'emmène Eva, parce qu'à la mort de Pavel, elles avaient passé un pacte en disant s'il doit arriver quelque chose à l'une d'entre nous, l'autre s'occupera des filles. Donc elle lui dit si tu veux j'emmène Eva, et Sabina dit non, 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 je reste avec mes filles, enfin laisse mes filles avec moi. Donc c'est avec ses filles Renata et Eva que le 11 août elle prend la route avec le reste de la communauté juive de Rostov et ils ne dépasseront pas la ville puisqu'à la sortie de la ville, il y a ce qu'on appelle le ravin du serpent qui s'appelle Smirskaya Balka en russe et que les 18 000 membres de la communauté juive de Rostov vont être fusillés les uns après les autres et enterrés dans une fosse commune à cet endroit-là. C'est là où disparaît sans trace aucune Sabina avec ses deux filles. Elle avait 57 ans, Renata en avait 28, Eva en avait 16. Elles disparaissent à cet endroit-là. Et comme elles disparaissent de l'histoire du monde, alors c'est aussi symbolique de ces millions de juifs qui ont disparu dans la Shoah, et en l'occurrence dans la Shoah par balle, qui est qu'elle est aujourd'hui dans une fosse commune, et on a mis très longtemps à la retrouver. Aujourd'hui, on l'a retrouvée. C'est-à-dire que quand vous allez à Rostov, il y a une plaque particulière qui dit « Ici est morte Sabina Spielrein, grande psychanalyste, et ses deux filles, Eva et Renata. » Et voilà, dans l'histoire de Sabina, moi j'ai appelé mon livre « La vie dérobée de Sabina Spielrein » parce que j'avais ce sentiment-là après qu'elle m'ait accompagnée pendant longtemps. C'est que tout ce qui lui avait été donné, toute cette folie, mais aussi toute cette intelligence, toute cette puissance, tout ça lui a été dérobé. Sa puissance de vie lui a été dérobée par un père violent, mal aimant mais mal aimant. Et puis après, elle s'est perdue dans cette histoire entre Freud et Jung, comment elle n'a pas été entendue ni par l'un ni par l'autre. Et puis tout lui a été volé par les deux grandes dictatures de l'histoire européenne du XXe siècle, le stalinisme d'un côté, le nazisme de l'autre, et tout ça pour finir dans une fosse commune avec deux enfants. Ces deux enfants. Moi, c'est ça qui m'a émue chez elle, et c'est l'idée qu'au-delà de tout ça, il aurait pu ne rien rester, mais que si on cherche un peu, il reste des choses et qu'on peut la retrouver encore aujourd'hui.